Quelles sont encore les ambitions de Vladimir Poutine en Afrique ? Bonsoir, c'est quelque chose de très empirique, vous savez, c'est-à-dire que Vladimir Poutine ira jusqu'où il peut aller. Mais cette ambition africaine ici, elle se montre tous les ans lors du sommet Russie-Afrique qui se tient tantôt à Sotchi, tantôt à Saint-Pétersbourg. C'est une occasion à chaque fois de resserrer les liens avec les dirigeants des pays africains. D'ailleurs, on n'en parle pas très souvent, mais vous savez, malgré la guerre et depuis le début de la guerre, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a effectué plusieurs tournées sur le continent. Alors, au-delà des ressources stratégiques, Moscou lorgne sur le vote de ces pays à l'ONU pour essayer d'affermir ou plutôt d'alourdir son poids diplomatique, et c'est aussi vu comme un moyen de s'attaquer à la puissance de certains pays européens, notamment de la France, comme un moyen de réduire le précaré français en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je vous rappelle qu'en juin dernier, Vladimir Poutine a pris la parole et en réponse aux livraisons d'armes occidentales à l'armée ukrainienne, il a annoncé que lui se réservait le droit de livrer des armes à des pays tiers qui s'en prennent aux intérêts américains ou européens à travers le monde. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est vraiment, il faut avoir ça en tête pour qu'on comprenne qu'on est vraiment dans une logique d'affrontement indirect mais global partout sur la planète avec les Européens et les Américains. L'actuel exécutif sénégalais a compris tout l'intérêt qu'il y avait à diversifier les partenariats. C'est ça qui fait la richesse de sa posture géostratégique. Une seule phrase dans l'interview de France 2 et j'en resterai là. Il dit, passer la référence classique et protocolaire à la France qui reste un partenaire privilégié, le Sénégal est désormais plus offensif dans la conquête d'autres partenariats et une diversification. La France doit comprendre, là on nous fait la leçon, la France doit comprendre que l'environnement est devenu beaucoup plus concurrentiel. Il faut offrir plus et mieux dans le cadre d'appels d'offres ouverts qui vont dans l'intérêt du Sénégal. En gros, il donne là les clés et le mode d'emploi. Oui. Donc ce sont des pays qui sont extrêmement courtisés. Et pourquoi ils resteraient pieds et poings liés avec la France qui reste, elle, sur ses acquis finalement ? En Afrique. Question naïve, pourquoi tant de convoitises ? L'Afrique, c'est le continent de demain ? C'est le continent d'aujourd'hui, et la première des richesses de ce continent, elle est d'abord humaine. Ce sont des personnes, des élites dans la quasi-totalité de ces pays qui connaissent très bien notre continent, nos continents. Je pense aux Amériques et je pense à l'Europe, aussi à l'Asie aussi dans une certaine mesure. Richesse en matière de ressources naturelles, ça n'est un secret pour personne. Le sol africain regorge de richesses. Moi, ce qui me semble apparaître, c'est un continent qui a pu être un terrain d'affrontement entre des blocs et différentes puissances, qui le reste aujourd'hui, mais qui a compris qu'il pouvait utiliser, instrumentaliser ces luttes entre ces différents blocs pour en sortir, j'allais dire, bénéficiaire. C'est-à-dire, comme ça a été très bien dit, ne pas remplacer, j'allais dire de manière pavlovienne, la France par les Russes, mais plutôt regarder ce qu'il y a au menu, que ce soit la Turquie, la Russie, la Chine, des puissances proches et moyen-orientales, ou d'ailleurs, on a oublié de nommer les Américains, qui sont également très présents sur place. Israël, ça a été c'est très intéressant. Et effectivement, instaurer et assumer des rapports de force aussi avec ces puissances. Je voulais juste partager avec vous une anecdote, puisque Madame Bagayoko parlait du dossier russo-ukrainien. J'ai eu la chance de pouvoir dialoguer récemment avec des collègues et confrères et consoeurs qui rentraient d'Ukraine, africains, à la fois d'Afrique francophone et anglophone, tanzaniens, camerounais, guinéens, ivoiriens, et qui m'expliquaient qu'ils avaient été très choqués par ce qui leur avait été proposé sur place par les Ukrainiens. Parce que l'initiative que souhaite pousser sur le continent africain l'Ukraine, c'est l'initiative Grain from Ukraine. Donc cette idée de dire, à cause des Russes, nous ne sommes pas en mesure de subvenir à vos besoins alimentaires. Et en fait, ce que m'ont expliqué ses collègues et ses consoeurs, ils leur ont dit, mais vous nous prenez pour qui ? Pour des mendiants ? Vous pensez qu'on a besoin de vous pour avoir du blé et du grain ? Parlez-nous de partenariat. Parlez-nous de tech. On n'est pas un pays qui meurt de faim. Parlez-nous d'ingénierie. Non, si vous voulez, il ne nie pas qu'il y a des situations de sous-nutrition, d'indigence, de difficultés alimentaires par endroit, mais c'est pas le premier sujet pour ces personnes. Et donc on voit que sur notre continent, encore aujourd'hui, au sein d'élites européennes, les décideurs sont très mal conseillés sur la meilleure des manières d'entrer dans une relation de dialogue avec des partenaires
partenaires africains. Ouais, et peut-être que du côté de la France, il y a certaines choses qu'on n'a pas vues non plus. On voit que l'Afrique, alors pardon de parler comme ça, mais c'est une réalité, est un marché devenu extrêmement concurrentiel, extrêmement convoité. Quelle est la place de la Russie sur le continent? Elle est loin d'être hégémonique quand même. Elle est loin d'être hégémonique. Déjà, il faudrait commencer. Elle est historique, la place de la Russie. C'est-à-dire que au moment des indépendances, pendant plusieurs décennies, l'URSS à l'époque a été une puissance qui a accompagné, soutenu beaucoup de mouvements de libération sur le continent et qui a été un partenaire clé pour plusieurs pays. Après tout ça, c'est un peu tassé au moment de la chute de l'URSS des années 90, début 2000. Et quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir au début des années 2000, à partir de la fin des années 2000, il a commencé à partir de 2010 à avoir une politique africaine un peu plus volontariste et qui s'est vraiment exprimée à partir de la fin des années 2010, où vraiment il y a une stratégie russe de regagner de l'influence sur le continent, de re-avancer ses pions, et ça s'est fait à travers divers instruments et notamment à travers le groupe Wagner. Effectivement, Wagner semble en passe de gagner son pari en Afrique. La présence de la Russie sur le continent s'étend. Quels sont les États concernés, Kadi? Effectivement, vous l'avez un peu évoqué avec vos invités. Il y a un constat tout d'abord, Magali. Il y a 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont tourné le dos à la France depuis 2020, qui sont passés sous un régime militaire à coup de coup d'État. Il y a le Niger, donc le Mali et le Burkina Faso, donc qui se sont tournés depuis vers Moscou, clairement. Alors, comment les Russes sont parvenus à étendre leur influence en Afrique? Alors, on a évoqué à plusieurs reprises sur ce plateau la campagne de propagande, de désinformation, notamment avec ces méthodes très controversées via Forbidden Stories, on l'a évoqué ensemble. Le groupe Wagner, il est depuis longtemps un réseau très influent et il mène également des activités économiques avec comme finalité évidemment les intérêts du Kremlin. C'est la priorité évidemment. L'Afrique, c'est un enjeu d'autant plus important pour Vladimir Poutine qu'il avait placé Evgeny Prigojine à la tête de cette mission qui a disparu mystérieusement, on s'en souvient. Donc dès qu'il a commencé à s'opposer ouvertement à Vladimir Poutine. Et comment les Russes ont réussi à séduire les Africains? Alors, les visées russes sur l'Afrique ne datent pas d'hier. Et d'ailleurs, quelques semaines, rappelez-vous, Magali, quelques mois même après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, Emmanuel Macron avait déjà lancé un avertissement depuis Cotonou. Il était justement aux côtés de son homologue béninois. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Voilà, il savait de quoi il parlait. Emmanuel Macron, en tout cas pour la République centrafricaine, c'était déjà de l'histoire ancienne, puisque depuis 2018, le pays a des rapports très étroits avec la Russie. Il y a eu un accord signé de sécurité officielle avec la Russie. N'oublions pas qu'il y a un aéroport militaire qui est en cours de développement pour devenir une plaque tournante pour la Russie sur le terrain. Les mercenaires de Wagner, ne l'oublions pas, protègent aussi le président Faustin Archange Touadéra. Ils soutiennent aussi les troupes gouvernementales pour maintenir le contrôle de la guerre civile qui est en cours. Rappelez-vous, il y a à peu près 2000 combattants qui seraient sur le terrain. En échange de leurs services de sécurité, évidemment, le réseau Wagner exploite les mines d'or qui sont en Afrique. Ça ne vous aura pas échappé. L'équivalent de plus de 2 milliards d'or. Regardez, 2,5 milliards extraits par la Russie depuis 2022 sur le continent africain. Et le groupe Wagner est également, nous l'oublions pas, un acteur actif dans le conflit en Libye, Magali. La Libye et la République centrafricaine qui sont des plaques tournantes des activités du groupe au Soudan. Un autre point central des activités, ça se situe aussi cette fois dans la région du Sahel. Des putschistes anti-occidentaux sont au pouvoir là-bas, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, des pays qui dépendent tous de l'aide russe. Et Vladimir Poutine avait réussi comme ça à rassurer les Africains. Regardez ce qu'il avait dit. Notre pays continuera à apporter un soutien total à nos amis africains dans différents secteurs. Ce qui est troublant, c'est que si la France a perdu largement du terrain, sur la propagande russe semble avoir très bien fonctionné. Si on s'en réfère justement au discours du ministre malien des Affaires étrangères qui nous disait, il n'y a pas si longtemps que ça, la Russie n'est pas une puissance coloniale et n'a jamais été une puissance coloniale. Abdoulaye Diop, qui le disait donc récemment, le ministre malien des Affaires étrangères. Effectivement, merci beaucoup, Kadi.